Dans un instant, nous allons rencontrer, discuter toujours avec notre coach qui vient tous les mercredis. C'est coach Ina Kanouté, Master Coach, Corporate and Live Coaching. Le thème avec elle, c'est les piliers de la vie, les valeurs, les limites, les besoins et les ressources. Alix, c'est tout un programme, n'est-ce pas? Exactement. Et encore, on va s'abreuver à sa source pour nous donner des orientations sur comment mener à bien notre vie pour qu'elle soit épanouie, tout simplement. L'épanouissement de la vie dans la vie passe par un bon nombre de facteurs qu'il faut savoir intégrer, qu'il faut savoir vraiment mettre dans sa vie. Coach, bonjour. Bonjour. Merci d'illuminer ce plateau. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Ok. Super. Et vous ce matin? Ça va très bien. On essaie. Très Surtout heureux, quand j'ai à mes côtés comme ça deux ravissantes femmes. Je suis heureux et je sais qu'il y a des gens qui m'envient comme ça. Oh là là. Mais c'est ça aussi les piliers de la vie. Avoir de la bonne compagnie qui vous tire toujours vers le haut. Alors coach, on va les piliers de la vie, les valeurs, les limites, les besoins, les ressources. On va commencer par les valeurs. On va déjà commencer à dire c'est quoi les piliers. Les piliers, oui. Voilà, les valeurs font partie Des piliers. Voilà, c'est pour ça que j'avais. Les piliers, c'est exactement comme quand on construit une maison, on a besoin que la maison soit soutenue par une fondation. Oui. Et c'est la fondation qui va faire que la maison sera solide. Et les piliers de vie font partie justement de ce qui va tenir notre vie en équilibre tout le long du parcours. Et donc, parmi ces piliers, on va parler ce matin des valeurs. D'accord. Les piliers les plus importants, sinon le pilier le plus important. Le pilier des piliers. Alors, quelles sont ces valeurs-là que l'on devrait cultiver? Disons qu'on ne va pas parler en termes de quelles sont ces valeurs, mais qu'est-ce que nous avons comme valeurs. Ça veut dire que vos valeurs ne sont pas forcément mes valeurs. Les valeurs, c'est ce que j'ai acquis comme pendant mon éducation, pendant mes expériences, pendant mon enfance, mais que j'ai surtout avalé, accepté. J'aime bien ce mot avaler parce que les parents nous inculquent des choses, nos expériences nous font passer par diverses valeurs. Ensuite, qu'est-ce que j'accepte et que je prends pour moi? À partir de ce moment, ça devient mes valeurs. Il y a également ma personnalité, mon comportement. Et donc, ces valeurs, quand je les ai désormais, ça tient quelque part tout le long du parcours comme pilier de ma vie. Et donc, je dois agir en fonction de ces valeurs pour me sentir bien dans ma peau. Quelle est la différence entre valeurs et principes? Disons que les principes, oui. Disons que les principes viennent des valeurs. On a des valeurs et en fonction de ces valeurs, on a des principes qu'on respecte. C'est un sous-groupe. C'est un sous-groupe des valeurs. Très bien. Alors, concernant les limites, elles découlent des valeurs? À peu près, on peut dire ça comme ça. Les limites sont également un des piliers de vie. Mais effectivement, quand on a des valeurs, c'est en fonction de nos valeurs que nous avons des limites. Et donc, nous devons amener les autres à respecter nos limites et bien sûr respecter les limites des autres également. Et comment se construisent en nous les limites? C'est par nos peurs, nos échecs, nos ressentiments? Nos sentiments, les choses qui nous dérangent. Les choses qui nous dérangent et qui nous sortent de nos gongs. Donc ça, c'est nos limites. Et souvent, on les connaît, on ne les respecte pas toujours. Par exemple, dans une relation à deux, on a par exemple envie de garder l'harmonie pendant que l'autre piétine nos limites. On se dit, je ne veux pas créer de problème. On fait des compromis. On fait des compromis. Sauf que quand il s'agit vraiment de nos limites, ce compromis n'est pas très justifié parce qu'à long terme, ça va exploser. Parce que quand quelqu'un piétine nos limites à un moment, deux fois ou trois fois, à un moment ou à un autre, on finit par dire stop. Et souvent, on dit stop de la pire des manières. Donc, il est bon plutôt de faire respecter ses limites très tôt, de les faire comprendre aux autres et aussi de respecter leurs limites. Alors, coach, dans un couple où on est censé être fusionnel, on est censé faire un, ça ne fait pas bizarre d'entendre parler de limites? Oui. Non, ça ne fait pas bizarre. C'est pas contre nature? C'est pas contre nature. Un couple, c'est toujours deux entités. D'accord. Et le couple va avoir peut-être ses valeurs aussi. Comme dans une entreprise, on a nos valeurs. Dans un couple, on va se mettre des valeurs. Mais pour que tout ça soit respecté, c'est que chacun des éléments du couple va respecter les valeurs de l'autre. On parle de la notion de respect. Cela voudrait dire qu'on ne va pas balayer du revers de la main ces principes ou ces valeurs quand on rencontre quelqu'un qui en a d'autres? Ah, surtout pas. C'est là où il faut justement, c'est ce qui va créer l'harmonie. Elle a ses valeurs, donc je connais aussi ses limites, puisque ses limites seront en fonction de ses valeurs. Et c'est le respect de ça qui va créer la relation à long terme.
Et c'est peut-être parce que tout le monde ne tient pas compte de ça que souvent dans les couples, ça peut ne pas marcher. Comment on fait pour ne pas rester esclave de ses limites? On évolue dans le temps déjà. Ça veut dire que mes limites, il y a 10 ans, peut-être que j'ai eu l'opportunité de les repousser doucement. En général... Ou de les multiplier? Ou de les multiplier. La flexibilité. Si. Mais tout ça va se passer dans un processus de vie. Vous savez, quand on commence à travailler, par exemple, on est tout jeune, nos limites sont très faciles à atteindre. Très vite, on se met en larmes, on éclate, on explose. Et avec l'expérience, on commence à repousser ça. Et donc, on devient plus fort. Nos limites vont bouger en fonction de notre maturité, de notre sagesse et de notre force. Donc, il faut s'adapter à son évolution, à son environnement. Et surtout, rester à l'écoute de soi-même. Surtout, on s'adapte à l'environnement s'adapte à nous. Mais nous restons surtout à l'écoute de nous-mêmes. Qu'est-ce que notre lumière interne. Exactement. Quelles sont mes valeurs aujourd'hui? Quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je suis capable d'accepter des autres? Et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Mais aussi, quand on parle de valeurs, par exemple, c'est moi et moi. Et je veux dire qu'il y a des comportements que je peux poser qui peuvent piétiner mes valeurs. Et après, je me sens mal dans ma peau. Donc, faire attention à soi-même, à ses valeurs et au respect que nous pouvons apporter à nos valeurs, parce que c'est très, très important. Comme on dit, pouvoir toujours se regarder dans la glace sans avoir honte. Exactement. Par exemple, quand on a la valeur honnêteté et qu'on arrive dans notre fonction à faire des vols ou des malversations, on ne peut pas se regarder dans la glace. Oui, et c'est littéralement ça. Il nous arrive de mettre des miroirs devant certaines personnes et le miroir les effraie, exactement comme un monstre. Ils ne se reconnaissent plus. Ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur d'eux-mêmes parce que derrière le fond de l'âme, mais quand même là, il y a un jugement derrière. Ils ont peur de ce qu'ils sont devenus. Exactement. Ah, parlons de jugement. Cela découle du fait qu'on se soit perdu en route. On peut dire ça comme ça. C'est vraiment une bonne similitude parce que nos valeurs, c'est ce qui doit baliser notre chemin. Mais quand on les a perdues, on peut aller... Voilà, parce qu'il y a l'appât du gain, il y a d'autres choses qui nous séduisent. Et à un moment donné, effectivement, on peut se perdre en route. Mais les valeurs sont là pour nous recadrer, justement. Alors, quand on a les valeurs qui guident nos vies, quand on a les limites qui nous permettent de ne pas avoir des excès, il faut irrémédiablement des besoins pour pouvoir jongler et bien marcher dans sa vie. Super. Les besoins font partie, justement, de ces piliers de vie. Donc, on a les valeurs, les besoins et les limites. Effectivement, nos besoins également, il faut les connaître. Et tout s'imbrique, hein, tout va ensemble. Et nos valeurs, on peut les connaître et ne pas les respecter ou ne pas être conscient que c'est important pour nous. Donc on va taire nos valeurs et se rendre compte après qu'on est profondément mal dans sa peau parce qu'on n'a pas les choses dont on a vraiment besoin. Comme une personne qui a beaucoup besoin d'affection et qui se retrouve dans une relation où elle n'en a pas suffisamment. Justement, comment équilibrer ses besoins à ses valeurs? Disons que ce n'est pas pareil. On peut toujours équilibrer les deux. Les besoins vont plutôt dans le sens de ce que je veux acquérir. Et les valeurs, c'est à la limite, qu'est-ce que je dois éviter. Et voilà, les limites, les valeurs, c'est qu'est-ce que je dois éviter, mais les besoins, de quoi j'ai besoin pour me nourrir au quotidien, mon esprit, mon âme, mon bien-être. Coach, il y a des gens qui ont tout dans la vie sauf l'essentiel. Et cet essentiel-là, ces personnes-là cherchent toujours pendant longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ces personnes-là, quel genre de besoins ces personnes-là peuvent, à quel besoin ces personnes-là peuvent aller pour avoir un certain équilibre entre valeurs et limites? Par exemple, on en avait parlé un peu, les piliers, les domaines de vie. Par exemple, on peut être là, on ne se rend pas compte que dans nos besoins, on a cette envie de former une famille, une affection sociale et tout. On peut le négliger au profit de ce qu'on vit au quotidien, comme la recherche d'argent, la réussite professionnelle. Et à un moment donné, quand on a par exemple 60 ans, on se préoccupe moins de ce qu'on a dans la poche, mais plus de qui sont autour de nous. Mais si on n'a pas fait attention à ce besoin avant et qu'on n'a pas construit des relations, on peut se retrouver à un moment donné, on a 60 ans, on a 70 ans, les enfants ne sont pas autour de nous parce qu'on n'a pas appris à créer cette relation dont on a besoin. Et c'est là où, oui, on se rend compte que on a des choses, mais on n'est pas satisfait 100%.
Dans toutes vos interventions, depuis le début de vos passages, ce qui ressort, c'est la lecture de soi. Justement, comment arriver à se lire? C'est surtout ça. C'est-à-dire ne pas passer son temps à courir derrière des choses et à ne pas toujours se poser des questions. Qui suis-je vraiment? De quoi est-ce que j'ai besoin? Où est-ce que je suis en train d'aller et pourquoi? Il faut chercher le temps, passer le temps à courir derrière soi-même. Exactement. Je crois que c'est l'essentiel, c'est le plus important. C'est ce qui va nous permettre après de faire tout ce dont on a besoin et d'éviter ce qu'il faut éviter. Les ressources, on les tire d'où? De notre subconscient, de notre psyché, de notre entourage, de quoi? Les ressources, c'est tout ce qui peut nous permettre de bouger. Donc, nous avons les talents qu'on a déjà vus. Nous avons les ressources psychologiques. Nous avons les ressources émotionnelles. Nous avons énormément, voilà, exactement. On a énormément de ressources d'aptitudes qui sont souvent dans un stade latent que nous n'avons pas forcément expérimenté. Et c'est pourquoi on dit quelquefois que quand quelque chose d'inattendu arrive, quand l'échec arrive ou quand des problèmes se posent, ça nous permet de sortir des ressources insoupçonnées qu'on avait au fond de nous. Donc, quelque part, ça nous grandit. Mais les ressources, on peut les mobiliser même quand on n'a pas un problème, forcément. Quand on sait qu'on a besoin de beaucoup de ressources parce qu'on veut lancer un nouveau projet, on veut lancer une nouvelle entreprise, il faut aller chercher ces ressources-là et les mobiliser. Il faut en être conscient. Ça fait également partie de la connaissance de soi. Il faut se connaître ses ressources, les mobiliser pour pouvoir aller vers de nouveaux projets. Et justement, avec votre compétence, peut-être qu'on aura des techniques précises pour pouvoir être à l'écoute de soi-même. Je pense qu'on va y arriver. Et les ressources, comment aller les puiser concrètement? Au quotidien? Au quotidien. D'abord, et puis après, chaque année, faire un bilan? Oui, mais déjà, on a parlé par exemple des talents. On cherche à comprendre qui l'on est. Ensuite, on a des questionnaires. On a par exemple certains psychologues qui ont conçu des questions, un questionnaire, tout un questionnaire. Quand on s'y soumet, ça nous montre un tout petit peu quelles sont nos ressources. Qu'est-ce que nous avons un peu de différent ou de plus que les autres qu'on peut aller mobiliser. Ensuite, comme je vous l'ai dit, en cas d'expérience difficile, on les mobilise également. Ensuite, quand on s'écoute, en réalité, chacun d'entre nous se connaît. Le problème, c'est que parfois, on ne va pas chercher ce qu'il y a au fond de nous. Donc, on doit s'enquêter soi-même. On doit être à l'écoute. Moi, j'insiste. Comment trouver la méthodologie ou la pratique pour pouvoir le faire? Tous ces exercices-là, pour pouvoir vraiment ressortir le meilleur de nous-mêmes, le potentiel qui est latent. Il faut voir un coach. Ah, mais le coach est là. Non, il y a énormément d'outils qu'on a, mais c'est des processus. C'est-à-dire que pour vous, je peux vous donner, je vous promets un petit questionnaire qui va vous permettre déjà d'aller vous sonder un tout petit peu et qui va vous faire ressortir vos ressources les plus... Vous me donnez une copie. Alors, coach, les piliers de la vie sont instituts personnalisés, c'est-à-dire les piliers qui sont à Alix ne vont pas forcément aller à quelqu'un qui a le même âge, le même teint, la même forme qu'Alix. C'est institut personnalisé, c'est ça? Exactement. Et parce que nous n'avons pas les mêmes parcours, nous n'avons pas eu la même éducation. Les mêmes souffrances. Les mêmes souffrances, c'est ça, les mêmes expériences. Même l'origine sociale peut jouer. Oui. Et donc, la religion. La religion. Voilà pourquoi, face à une même situation, les gens ne vont pas réagir pareillement. Ce que moi je vais prendre comme une insulte qui va me sortir de ma réserve, peut-être que Alix va le prendre en souriant parce qu'elle a d'autres valeurs. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour un exemple banal, par exemple, il y a des civilisations où on ne regarde pas une personne âgée dans les yeux. Droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Et il y a d'autres civilisations où c'est un signe d'impolitesse. Exactement. Mais n'oublions pas que ça peut venir de ma civilisation, de ma société, mais que je peux ne pas l'avoir accepté comme une de mes valeurs. Et les valeurs, il y a par exemple la valeur liberté. Moi, je peux avoir besoin de plus de liberté que mon vis-à-vis, par exemple. Et dans ce cas-là, comment intervient les âmes sœurs, des personnes qui se trouvent des atomes crochus, qui sont en symbiose? Comment ça se passe? On est synchrone, non? Je pense. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Il peut vraiment se trouver que des personnes soient connectées sur d'autres plans, sur le plan de l'esprit, mais ne pas avoir forcément les mêmes valeurs. Ça voudra dire que délibérément, on doit s'organiser pour trouver des points d'entente et pouvoir se faire des concessions afin qu'on puisse
quand même apprendre le vivre ensemble, même sans forcément avoir les mêmes besoins et les mêmes valeurs. Parce qu'il y a des fois, on rencontre des personnes, on a l'impression de les avoir connues depuis toujours. On parle des fois des frères d'une autre vie, de femmes d'une autre vie, mais franchement, c'est hallucinant. Et par contre, malheureusement aussi, il y a des personnes, il y a une antipathie, quel que soit le diplomate qui sera au milieu, ça ne va jamais cesser. C'est tendu toujours. C'est toujours tendu. Je pense qu'il y a des énergies qui se rejettent parfois ou qui s'attirent. Et ça arrive réellement. Mais j'avoue que même quand vous vous attirez comme ça, vous pouvez ne pas avoir les mêmes valeurs. Et donc, il y aura toujours ce besoin de calibrer les choses afin que tout aille pour le mieux. Est-ce que ce n'est pas toutes ces données-là auxquelles on ne fait pas attention qui créent beaucoup de séparation, de friction dans les relations et plus encore les relations amoureuses? Et comment? Il y a d'ailleurs des études en la matière qui nous disent que, encore cette question de besoin, nous n'avons pas les mêmes besoins. Vous pouvez avoir un conjoint qui a besoin de paroles valorisantes, et c'est ce qui est important pour lui, qui lui permet de bien se sentir. Et toi, tu peux ne pas avoir besoin forcément de paroles valorisantes, mais de moments de qualité. Et lui, il peut aussi ne pas respecter ça. Et donc, vous avez... Je me plais ce matin. Voilà, vous avez bien envie de rester ensemble, mais vous n'avez pas les mêmes besoins. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que toi, tu puisses donner beaucoup plus de paroles valorisantes à l'autre et que l'autre te donne un peu plus de... Et comment on fait, coach? On s'assoit pour dire ça? Est-ce que ça n'enlève pas le côté naturel, le côté instantané, le côté instinctif d'une vie à deux, par exemple? Ben, ça ne peut pas être instinctif parce que l'expérience a montré que c'est au fur et à mesure qu'on ça se construit. Mais nos parents au village, comment ils faisaient eux? Ils n'avaient pas de coach, mais regardez comment leur couple, leur vie a réussi. Il y avait de la compromission. Vous êtes sûr que ça réussissait beaucoup? Nos mamans ont beaucoup supporté. Enfin, je veux dire, on a justement une expression africaine qui dit que certains couples, c'est sur la mauvaise humeur d'une personne, et souvent c'était la femme. Je crois que beaucoup de femmes ont vécu dans certains couples et ont accepté des choses parce qu'à l'époque, on ne leur donnait pas non plus le choix. Beaucoup d'hommes aussi ont accepté certaines choses. Il faut accepter ou se battre ou revendiquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut susciter. Il faut susciter chez son conjoint les comportements qui vont l'amener à nous donner notre besoin. Susciter. Voilà, et non revendiquer. Et donc, quand on Parce qu'au moment où vous revendiquez, vous tombez dans les paroles dévalorisantes. Et comme les paroles valorisantes, c'est ce qu'il aime. C'est pour la représentativité de toutes ces personnes qui pensera à cette question. Oui. Voilà. Susciter et non revendiquer. Non revendiquer, parce que dès qu'on revendique, on n'est plus dans les paroles valorisantes. Voilà. Donc on suscite aussi avec ses valeurs. On suscite également avec ses valeurs. Ses valeurs, son potentiel et autres. Avec ses limites aussi. On suscite avec ses limites, en étant conscient de ses limites également. Alors, coach, on va se faire un petit récapitulatif de ces choses intéressantes dont on parle. Vous pouvez prendre note et puis aller sur le hashtag Matin Bonheur pour avoir un peu le replay, les détails de ce magnifique moment qu'on passe avec coach Ina Kanouté. Je rappelle que nous parlons des piliers de la vie, les valeurs, les limites, les besoins et les ressources. Alix. Exactement. Donc, de manière à synthétiser tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on devrait avoir pas dans l'ordre forcément, mais en tout cas dans sa besace pour éclore et être épanoui. Dans sa besace, j'aime bien dire, et d'ailleurs, je me fais souvent appeler architecte parce que je dis que les coachs construisent l'humain exactement comme une maison. C'est de se dire, pour avoir une vie solide et équilibrée, qui ne s'écroule pas au moindre petit vent, il faut avoir des piliers bien plantés. Et parmi ces piliers, nous avons nos valeurs, nos besoins, nos limites et nos ressources. Les connaître, les valoriser et faire avec. Quand c'est bien planté, comment on arrose ça au quotidien? Et qu'est-ce qui est planté, nommément? Les ressources, les valeurs, les besoins et les limites. Voilà. Et ça s'arrose à quoi? On prend par exemple les valeurs, ça s'arrose au respect. Au respect. Voilà. D'accord. Les limites au respect. Au respect. Les besoins. Au respect. Au respect. Les ressources également au respect. Les ressources à les susciter, c'est-à-dire à les valoriser, j'aime bien ce mot-là. À les cultiver, à les faire grandir et voilà, et à s'en servir. Donc la base, c'est respect. L'amour intervient à quel moment? L'amour partagé entre tous, hein? À tout moment. À tout moment. Tout le long du parce que c'est le message universel. Je pense bien que c'est le message universel. Je ne sais pas si c'est là-bas. Voilà. Je suis d'accord. Alors, coach, dans tout ça, dans tout ce qu'on dit là, et la part de la religion, de la spiritualité, est-ce que ça ne peut pas influer, rendre bien, rendre bon, enfin bref?
Par exemple, quand vous voyez les valeurs de certaines personnes, la religion peut faire partie des valeurs de certaines personnes. D'accord. Et d'autres personnes, ce sera moins important. Il y a des athées, oui. Exactement. Et donc, quand on fait les valeurs... Non, on peut ne pas être athée. On peut ne pas être athée, mais les valeurs qui n'ont aucun lien avec une religion. Par exemple, quand on fait les valeurs d'une personne, on fait les 5 valeurs qui viennent. On peut être bien même inscrit dans une religion et puis ne pas respecter les valeurs de la religion. On voit ça souvent. Exactement. Mais quand on a ça comme valeur, parmi les 3 valeurs prioritaires, il vaut mieux les respecter pour bien se sentir. Ça fait du bien, ça aide. Exactement. Et aussi, on n'est pas infaillible. Hein. Des fois, on peut trébucher quand on n'a pas respecté. Bien sûr, on peut trébucher quand on n'a pas respecté. On revient dans les rangs rapidement. On revient dans les rangs. On ne dure pas, comme on dit en Afrique, on ne dure pas dans mauvais rêves. Il ne faut pas le faire. On reprend vite la route et on avance. Exactement. Et on avance. Et c'est la somme de tout ça qui, au soir de nos vies, nous donne de la consistance, quoi. Exactement. Et j'aime bien ce mot, c'est ce qui fait que nous avons une personnalité qui prend du gabarit, nous sommes bien plantés. Et donc, au moindre... Souvent, vous voyez, il y a des orages, quelqu'un vient à son travail le matin, il a été enlevé de son poste, il s'écroule, il tombe malade, tout s'arrête pour lui. Et d'autres, ils le prennent comme une opportunité de croître autrement. La différence entre ces gens, c'est justement... Comment prendre quel est le mot que... La consistance. La consistance. Comment donner de la consistance à notre personnalité. Ça sonne plus bien dans votre bouche. Exactement. Et donc faire face à tout ce qui vient de la vie, parce que désormais, on est bien dans sa peau, on est bien dans son corps, on est bien dans son esprit. Et on fait face aux adversités de la vie. Tout ceci nous emmène à influer, à impacter positivement. Surtout également, parce que, voilà, on donne l'exemple aux autres, on peut également leur tendre la main. Tout cela m'envoie à une réflexion, hein. Je ne sais pas, vous allez me guider, coach. C'est que dans la vie, il ne faut pas être excessif, il faut être modéré par rapport de sorte à mieux gérer toutes les situations. Parce que des fois, on peut être excessif, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Je suis bien d'accord. Il y a beaucoup de choses. Et puis après, il y a beaucoup de choses autour de nous pour montrer qu'il ne faut pas être excessif. Il faut rester dans le bon ton, modéré. Bon, pas fortement modéré, mais il faut savoir choisir ce qu'on dit, ce qu'on fait, en ayant une pensée, en laissant une place pour ce qui peut arriver demain, qui peut ne pas nous arranger. Oui, on peut se donner des limites. On va encore parler de... On peut se donner des limites dans le comportement, mais en ce qui concerne nos talents, nos ressources, on peut par contre là-bas pousser à fond. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Voilà, j'ai un nouveau projet, j'ai un rêve, j'ai une entreprise. Parfois, on sort vraiment des sentiers battus, on va à fond. On essaie de fermer les yeux sur quand ça va échouer, sinon souvent ça nous paralyse. Mais dans le comportement, oui, il faut éviter d'être excessif. Il faut avoir une bonne lecture de soi-même et de son environnement. De son environnement et faire attention aux autres, parce qu'on vit on ne vit pas dans un cocon, on vit avec des gens. Et donc, notre interaction avec eux, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, va dépendre vraiment va définir notre capacité à réussir. Vous avez dit que vous êtes architecte, on vous appelle architecte. Moi, je peux vous appeler aussi médecin. Architecte de l'homme. Architecte de l'homme, en griffe. Alors, c'est quoi le bon dosage? Là, on parle médicaments maintenant de guillemets. C'est quoi le bon dosage entre l'alchimie parfaite entre les valeurs, les limites, les besoins? Est-ce que quelqu'un qui a énormément, qui a trop de valeurs, et ensuite qui n'a pas de limite, qui a tous les excès, ça c'est surtout chez les Européens, c'est-à-dire le gars il a beaucoup de valeurs, il est à fond, il va à fond dans tout, il n'a pas de besoin parce que bon, il a déjà tout, et puis bon, les ressources, comment on fait le bon dosage, comment jongler? Équilibré. Est-ce que peut-être que les autres ne font pas forcément... Vous savez, quand il ne s'agit pas de nous, nous ne savons pas... Voilà. Quand vous parlez par exemple d'une personne excessive, vous allez peut-être poser un jugement parce que est-ce que derrière, ce n'est pas une personne qui a comme valeur la liberté? Et donc, pour exprimer cette valeur, il va avoir un comportement qui va, moi, me paraître excessif parce que ça ne va pas avec mes valeurs. Et donc, je ne comprends pas tout à fait pourquoi ce comportement. Sinon, en général, tout arrive à s'équilibrer quand on se connaît réellement. Et aussi, il faut accepter les différences des uns et des autres, ne pas porter de jugement trop hâtif. C'est ce qu'elle dit, il faut être ouvert. Voilà. Il faut être ouvert. On pense que à un moment donné, tu comprends que chacun se
se trompe avec les informations qu'il a. Parce que je suis telle que je suis et je vois le monde en fonction de qui je suis. Mais en prenant du recul, je sais également que les autres sont là, il faut que je les respecte. Voilà pourquoi quand on parlait justement de besoins, on disait il faut faire attention aux besoins des autres. Donc ne pas seulement voir ses propres besoins. Se focaliser sur ses propres besoins, mais intégrer dans sa manière de faire les besoins des autres, même si... Et surtout des personnes avec lesquelles nous collaborons. Quel que soit le rang social, quel que soit le rang social, vous savez, je dis souvent, vous êtes chef d'entreprise, l'humeur de votre assistante va jouer sur tout ce que vous allez avoir comme rendement dans la journée. Vous pouvez rentrer, lui donner des ordres, et ne pas faire attention à comment elle les absorbe. Mais vous savez bien que quand elle est de bonne humeur, ce qu'elle vous donne comme rendement, elle ne vous le donnera pas. Quand, voilà, vous êtes attentif. Elle grince des dents. Donc, voilà, quel que soit... le leadership, c'est vraiment de se dire comment je fais pour mobiliser tout le monde autour de moi et autour de mes objectifs. Là, c'est dégagé. Et pour ça, il faut faire attention aux besoins de ces personnes-là. Et vous avez parlé de leadership. Là, c'est le leader qui a cette capacité-là un peu d'observer tout ceci. Mais les autres autour, comment? Les autres font attention également. Le leader, il l'a cultivé. Les autres peuvent le cultiver. Voilà pourquoi on en parle tous les jours. Et faire attention également. Merci beaucoup, coach Ina Kanouté. C'est toujours un plaisir d'être là et de s'abreuver comme ça à la source de votre savoir immense. Merci d'être en notre compagnie.